heureux d'être là ce soir. C'est la 4e fois que je fais un talk, mais ça faisait quelques années que j'en avais pas fait, parce que j'avais un peu quitté l'informatique depuis quelques temps. J'avais ouvert un resto entre temps, mais finalement je reviens à mes premiers amours qui sont la robotique. Euh, alors comme ça a été dit, enfin pas en présentation, mais qui était sur le site, ce talk s'appelle Rose 2, et il fait écho à un talk que j'ai fait il y a 10 ans. Ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. C'était en 2015 quand j'ai lancé ma première boîte du coup de robotique. Et du coup j'avais fait un talk sur ROS 1. Et du coup 10 ans se sont passés. La première boîte, j'ai revendu mes parts et je suis allé faire autre chose. Et là du coup je suis en train de monter une nouvelle boîte dans la robotique. Du coup je me suis dit pourquoi pas faire coïncider les deux. Et puis allez, c'est parti, on va faire un talk sur ROS 2. Donc ROS 2, on va effectivement parler de robotique. Et on va parler non pas d'operating system, mais plutôt de systèmes logiciels qui sont appliqués à la robotique. Alors j'aurais bien posé quelques questions, mais c'est effectivement dommage. On voit pas trop la salle. Du coup, le robot que vous avez derrière, en image un peu cachée, c'est un robot qui s'appelle PR2, qui est un robot qui a été développé pour ROS 1 à l'époque, qui était vraiment un petit peu le robot qui servait à jouer avec le logiciel ROS. Alors déjà, un petit peu ROS pour savoir qu'est-ce que c'est. ROS, déjà, c'est pas un operating system au sens propre du terme, c'est pas un équivalent de Linux, c'est pas un Windows, c'est pas de ce côté-là, c'est plutôt une surcouche logicielle qu'on va venir mettre, plutôt installer du coup sur ROS 1, c'était exclusivement sur Ubuntu, enfin Linux et plus spécifiquement Ubuntu si on voulait que tout se passe bien. Et ROS apporte tout un tas d'outils, mais surtout des concepts. L'idée en fait, le constat de ROS, c'était de se dire c'est bien en robotique, contrairement, enfin en logiciel, on a beaucoup de matériel. Et on a beaucoup aussi d'algorithmes qui nous permettent d'utiliser les données qui viennent de ces matériels. Mais finalement, en fait, un lidar de telle marque va avoir une interface de cette manière. Mais pour le connecter avec un algorithme, tel algorithme, en fait, finalement, à chaque fois, on devait redévelopper toujours du code pour pouvoir interfacer les deux. Donc ROS, l'idée, c'était de venir proposer une interface un petit peu unique entre tout le monde. Et donc, on a apporté des concepts assez simples autour de ça. Les concepts, c'était d'abord un système de topics. Donc c'est des endroits où on veut discuter sur tel ou tel sujet. Donc typiquement, un lidar, il discutait sur un topic lidar où il pouvait envoyer des messages d'un certain type. Et du coup, un algorithme qui pouvait lire les données de ce lidar pouvait venir les lire sur ce topic. On a des services où là, pareil, on peut lui dire tiens, vas-y, donne-moi ça. Ou des actions qui pouvaient être associées. On a tout un tas de logiciels et de bibliothèques qui étaient développés autour de ça, de la simulation, de la visualisation, pas mal de choses autour de ça. Donc voilà quelques idées à quoi ça pouvait servir. Sur la photo, vous avez un petit robot d'une boîte canadienne. Donc là, typiquement, on a une caméra de chez Intel, on a un lidar de chez Velodyne. Derrière, tout ça rentre dans du ROS. Ça fait sa petite timbale et ça envoie sûrement des commandes au moteur derrière. Alors, pour faire un petit historique de ROS, et du coup, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à ROS 2 ? ROS, à la base, ça vient de Stanford. C'est un logiciel qui était développé dans les labos, ça avait bien servi, sauf qu'ils se sont dit, bon, c'est cool, il faut qu'on le partage. Ils ont filé ça, enfin, ils ont créé quelque chose qui s'appelait Willow Garage, qui a permis de porter ça et qui portait aussi le robot PR2. Ça date de 2007. Après quelques années, c'est passé, ça a été vraiment porté en open source, à partir des années 2010, où là, ça a été l'OSRF, l'Open Source Robotics Foundation, où l'idée c'était de porter ce logiciel un peu plus loin. Ça s'est développé. On a eu les premières conférences ROS dans les années 2013. Moi, la première que j'ai faite, c'était 2015. C'était en Allemagne, on était à peu près 300. L'année d'avant, ils étaient une centaine avant. Et les 3 suivantes que j'ai faites, on a fini, on était plus de 1200. Donc on était plutôt sur l'exponentiel d'un point de vue usage. Et on commençait à avoir les grands groupes qui sont arrivés. Donc la communauté s'est assez vite grossie, tout simplement parce que le logiciel était vraiment sympa. Et puis on pouvait faire vraiment plein de choses. Donc on a les Google, on a les Intel, ils sont tous arrivés sur cette communauté-là. Sauf que quand on se base sur un logiciel qui a été développé il y a autant de temps, qui sortait dans le labo, au bout d'un moment, en fait, on commence à se prendre des limitations et qui posent problème. Surtout quand on commençait à arriver sur un usage un peu plus industriel, quand on a commencé à vouloir être complètement sûr de ce qu'on faisait et qu'on a commencé à mettre ça sur des voitures autonomes ou sur des machines de plusieurs tonnes, il y avait certains trucs, des fois, on pouvait pas dormir la nuit, quoi. On pouvait se poser certaines questions si ça allait bien se passer. Donc les principaux problèmes qu'on avait avec ROS, c'est que déjà, on était basé sur TCP-ROS, qui était un truc qui avait été inventé pour, et qui ne marchait pas du tout pour le temps réel, ce qu'on a vraiment besoin en robotique. Il était complètement monolithique,
On n'avait aucune gestion de la sécurité, c'est-à-dire que n'importe qui était sur le réseau pouvait dire « Hey, coucou, vas-y, je te donne une information au moteur », et le moteur, il était parti, quoi. Donc c'était un peu embêtant quand on met ça en production. Et donc on avait un bon problème de maintenance pour les systèmes embarqués, parce qu'il y en avait absolument... C'est assez difficile de mettre ça sur du système embarqué. Et dernière dépendance qui fera peur, c'est que ROS 1 avait bien Python 2 dans ses dépendances. Donc entre-temps, ça posait problème. Donc les grosses différences qui sont arrivées, pourquoi est-ce qu'on a fait ROS 2? Déjà, on s'est dit, bon, TCP ROS, c'était un peu compliqué de le maintenir. On va passer sur un truc standard qui est utilisé en industrie, qui est DDS. Donc là, déjà, ça nous a facilité la vie, et en plus, ça nous a apporté la sécurité. Autre point clé, c'est que finalement, ROS, alors ça a été à la base un logiciel qui a été développé par des informaticiens, un petit peu pour les informaticiens, mais on s'est très vite aperçu que, en fait, il y avait plein de monde dans la robotique qui voulait l'utiliser, et beaucoup de gens qui n'étaient pas du tout informaticiens, et les non-informaticiens, ils sont souvent sous Windows. Donc, ROS 2, on s'est dit depuis le début, ça va être Linux, mais ça va être aussi Windows. Donc il a fallu prendre ça en compte. Sur le côté temps réel, bon, on s'était pas du tout posé la question sur ROS 1. Là, sur ROS 2, on s'est dit on va l'intégrer dès le début. Enfin, on avait une architecture qui était complètement centralisée. C'est-à-dire qu'à la base, sur ROS 1, on avait quelque chose qui s'appelait le ROS Core, qui était le premier truc qu'on lançait. Et c'était un petit peu, pour donner une image, au début du téléphone, je ne sais pas si vous avez déjà vu les photos ou les vidéos, des personnes qui prenaient les câbles et qui faisaient les mises en relation. Le ROS Core, c'était absolument pareil. C'est-à-dire que dès qu'on lançait... des petits programmes qui étaient sur ROS, ils allaient contacter le ROS Core et lui disaient moi je vais te connecter à machin, et du coup le ROS Core il faisait la connexion et après c'était parti. Sauf qu'en fait si lui il crachait, c'était un peu compliqué derrière parce qu'il fallait le relancer, mais c'était pas forcé que ça marche bien. Donc on avait un gros single point of failure qui allait pas du tout. Donc on est passé sur ROS 2 qui est complètement décentralisé. Alors ça posait d'autres problèmes aussi, hein, notamment d'un point de vue réseau, c'est-à-dire que là d'un point de vue décentralisé, vu que ROS 2 aime balancer beaucoup d'informations, on peut assez vite péter notre réseau, notamment moi quand je suis à la maison, que je fais des tests. Souvent quand j'entends gueuler, c'est que j'ai balancé trop de trucs sur le réseau et c'est que Netflix passe plus de l'autre côté et du coup la petite elle gueule. Donc c'est assez rigolo aussi. Sur les logiciels, on était d'un point de vue langage. Donc, ils ont mis des choses en place pour pouvoir limiter ça, hein, d'un point de vue pour éviter de fracasser trop le réseau. Et on peut choisir vraiment qui est-ce qu'on envoie à qui. Parce que du coup on peut complètement répartir on peut avoir plusieurs ROS qui fonctionnent sur plein d'ordi différents. Au niveau langage, on était C++ Python sur le premier. Donc Python 2, Python 3, il l'avait ajouté après. Mais vraiment très orienté C++ Python. Le temps est passé par là, du coup, forcément aujourd'hui, il y a du Rust dessus, qui pousse de plus en plus. On avait un petit peu de Java, il y a du JS, enfin, pas mal de langages sont arrivés petit à petit. Du coup, pourquoi est-ce qu'on va adopter plutôt ROS 2 avec la nouvelle boîte que je suis en train de monter? Tout simplement parce que c'est déjà dans l'air du temps et que c'est quelque chose qui va nous permettre d'être beaucoup plus sécure dès le début, d'avoir beaucoup plus de performance. On a une meilleure simulation aussi. Alors comme je vous le disais, dans ROS, il y a de la simulation. On avait un simulateur qui s'appelait Gazebo, qui était assez sympa, mais qui pareil, avait été fait il y a quelques années, donc c'était un petit peu compliqué de continuer à le maintenir. Et puis on avait un problème aussi, c'est un logiciel monolithique, on n'avait aucune... il était centralisé, c'était assez compliqué de travailler là-dessus. Donc ils ont fait évoluer vers aussi une nouvelle version de Gazebo, sauf qu'ils ont fait l'évolution un peu trop tôt par rapport au changement vers ROS 2. Donc on s'est retrouvé avec un système de topics, de messages, de nœuds, un dans ROS 2 et un dans Gazebo. Donc c'est dommage parce qu'ils auraient pu se mettre d'accord dès le début. Mais non, du coup, on est quand même obligé d'avoir une passerelle entre notre simulateur et ROS 2. C'est un peu dommage. Mais bon, dans les années qui arrivent, ça va peut-être changer. On va être sur un système qui va être beaucoup plus scalable. En se basant sur DDS, on est assez tranquille d'un point de vue sécurité. On a toujours le support des grandes sociétés sur ce logiciel-là. On a toujours les Nvidia, les Google, les Apple. Enfin, tout le monde est vraiment derrière qui s'intéresse à la robotique, bosse là-dessus. Et il suffit juste de regarder en fait les financeurs de la Roscon pour voir que le logiciel, on peut faire confiance à ça pour que ça tienne dans les années suivantes. Et que c'est tout simplement la base idéale pour commencer des projets de robotique, hein. Du petit robot que vous pouvez bidouiller chez vous. Moi je me suis amusé à hacker mon Roomba avec ça, et en 2.2 je pouvais le faire tourner sur ROS et balancer une caméra et piloter le truc, c'était assez rigolo. Donc il y a de quoi faire. Du coup si vous voulez tester, c'est à peu près la même réponse que je vais donner comment tester ROS 2 qu'il y a 10 ans. La meilleure solution ça reste Docker. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de dépendances sur ROS 2 qui sont un peu casse-pieds à installer. Donc si on veut tester rapidement, voilà, un petit Docker, les versions elles évoluent au fur et à mesure.
Et puis ça permet de tester un petit peu ça. En petite conclusion rapide, bah, alors ça, pour mon prochain robot, je change de la logistique, on part dans l'agriculture et plutôt dans le domaine de la viticulture. On va s'amuser un petit peu dans les champs, ça va être cool. Et donc bah, vraiment, voilà, si vous vous intéressez à la robotique, je vous invite à regarder ROS 2, en tout cas des robots qui sont faits. ROS 2 est un peu partout sur Terre, il est même parti un petit peu dans l'espace aussi avec quelques robots qui sont partis sur ISS. C'est un logiciel bah, voilà, qui est beaucoup plus fiable, beaucoup plus sécurisé et scalable que ROS 1. Tous les nouveaux projets vont se baser sur ROS 2. Ça va être en constante évolution et soutenu par l'industrie. Et puis bah, tout simplement, si ça vous intéresse de tester, go quoi. Merci. Alors à la base, le use case, c'était plutôt de la robotique mobile. Tu veux que je répète la question peut-être? Ouais, c'est bon. Bon, la question c'était un peu long, mais c'est en gros dans quel usage principal on fait de ROS. Alors le use case à la base c'était effectivement la robotique mobile et arrivé assez vite le bras. Sauf qu'en fait on est sur des concepts assez simples. En fait on est sur le concept de ROS2, c'est de se dire le problème que ça résout c'est vraiment de l'interopérabilité entre différents capteurs et différents algorithmes. Donc c'est de se dire que ok bah demain je veux faire évoluer mon robot, je passe d'une caméra Intel. À la base en fait on avait des Kinect et se dire bah ok ma Kinect elle me donne une image de profondeur. Bah, si demain je veux passer sur une caméra Intel, j'ai pas envie d'avoir à tout recoder. J'ai envie que le gars qui fait la caméra Intel, eh ben, il ait codé l'interface ROS pour ça. Et moi en fait en 30 secondes, je change mon driver, c'est plus une Kinect, je lui dis bah c'est une caméra Intel et ça marche. C'était vraiment ça qui était la promesse et c'est la promesse qui est arrivée derrière. Donc pour en arriver là, de se dire que en fait, tous les robots que j'ai mis le long de la présentation, ben, en fait, ils fonctionnent avec ROS. Et en fait, on a commencé plutôt par du mobile. Alors à la base, on était parti, c'était sur un Roomba qui aspirait pas, le premier robot de test qui était proposé. Et Roomba, ils sont hyper open pour ça, pour le coup, l'interface. Mais en fait, très vite, on est parti sur du bras. Et en fait, on a eu un logiciel qui s'appelait Move It qui a permis de développer des choses sur les bras. On est parti sur les drones aussi parce que finalement bah, c'est toujours les mêmes capteurs, donc on a du drone aussi, donc la simulation elle a dû prendre en compte les drones. On est arrivé avec du quadrupède aussi parce que les gens ont commencé à mettre des choses là-dessus. Donc en fait aujourd'hui n'importe quel type de robot on peut facilement avoir une interface ROS avec. Donc disons que la limite sur qu'est-ce qui est interfaçable avec ROS ou pas, c'est plutôt est-ce que le constructeur a fait la démarche de proposer l'interface ROS ou non. Et même quand des fois l'interface n'a pas été proposée, ben, elle a été rétro-ingénierée et on trouve quand même des trucs. Alors, c'est pas à foutre en production, mais par contre, on trouve quand même des trucs. Donc, on peut faire bouger du bras Fanuc automobile avec du ROS assez facilement. Alors, en gros, les programmes qui tournent sur ROS, c'est des nœuds. Ça s'appelle des nœuds, donc c'est juste quelque chose qui, ça peut être un bout de Python, ça peut être un bout de C++, ça peut être un bout d'un autre langage. Et dans ROS 2, ouais, vraiment, on peut les lancer n'importe où. Et après, en fait, ça se balade sur le réseau et ça cherche un petit peu son copain à droite à gauche. C'est comme ça qu'on peut en fait facilement fracasser le réseau parce que comme il essaie de balancer de la donnée un petit peu partout, bah, ça part vite en cacahuète le truc. Donc le côté décentralisé, c'était là où on avait moins le problème en fait avec le ROS-Core avant, parce que vu qu'on avait une entité et c'était lui le chef, c'était lui qui disait bah machin il est là, truc much il est là-bas, va le voir comme ça. Aujourd'hui c'est un peu plus compliqué. Donc ça se base sur DDS pour dire où est-ce que se trouve chaque ressource et on se base là-dessus. Mais par contre oui en fait sur un réseau local, on peut balancer n'importe où, sur ça. En fait moi sur mon Roomba typiquement, j'ai un PC qui est sur le Roomba. Sauf que le PC, bah, c'est une Raspberry, donc il est absolument assez puissant pour faire tourner quoi que ce soit. Mais le reste de l'algorithme, si j'avais envie par exemple de faire de la navigation autonome avec
de la reconnaissance d'image ou ça, en fait je pourrais le faire tourner sur une tour à côté, et en fait il serait dans le même système ROS, et je pourrais le piloter avec ma manette qui est connectée à n'importe quel ordi à partir du moment où le nœud il est par là. Et en fait, comme ça traverse les réseaux, si j'ai envie de lui dire bah, l'autre robot il est à l'autre bout derrière l'autre côté du VPN ou quoi, en fait potentiellement ça marche. Plus scalable que ROS 1. Alors, la scalabilité sur ROS 2, elle se fait aussi sur le côté développement logiciel. C'est-à-dire que c'était assez... Disons que ROS 1, on était vraiment sur une idée de base auquel on a rajouté des petits bouts, des petits bouts, des petits bouts, des petits bouts. Et je pense, enfin, en tant que développeur, vous le savez, quand on commence à faire ça, au bout d'un moment, bah, ça finit par se casser la gueule. Donc le côté scalabilité, de se dire bah, tous ces petits bouts mis ensemble, après les balancer en production, ça devenait un petit peu compliqué. Donc repartir sur de bonnes bases, là ça nous a permis du coup de pouvoir balancer ça sur beaucoup plus de robots assez facilement. Ouais, sur la complexité, et puis aussi se dire d'un point de vue multi-robot. En fait, le côté multi-robot fonctionnait pas du tout avec ROS 1, et l'une de mes premières boîtes, l'objectif c'était de se dire bah ok, ROS 1 il y a un problème de multi-robot, il faut qu'on le résout. Et en fait, bah, ils l'ont facilement résolu avec ROS 2. Donc c'était pas une boîte de le résoudre, hein, c'était tout simplement à l'Open Robotics de résoudre ça.